Espace TV, le 22h. À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À présent, les titres. L'Organisation mondiale de la santé a mis fin au doute sur le cas de la Guinéenne que la Côte d'Ivoire croyait atteinte du virus Ebola. Vous le savez, l'ANSS avait émis des réserves dès le départ. Et puis, le prix du gaz butane est homologué. À partir de ce 1er septembre, les citoyens peuvent s'offrir une bouteille à gaz à 69 000 francs guinéens, ce qui va sans doute minimiser la coupe abusive du bois. Et puis, fin de repos biologique sur la pêche. Après 2 mois d'arrêt, l'ambiance recommence dans les débarcadères. Une de nos équipes s'est rendue au port de Bonfils. Les échos, c'est dans cette édition d'information. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques instants, les détails. Bienvenue à tous. Le récent cas suspect d'Ebola dont a fait cas la Côte d'Ivoire vient d'être infirmé par le laboratoire de Lyon ce 31 août. Ce matin, l'Organisation mondiale de la santé et les autorités sanitaires ont informé l'opinion publique par rapport à ce cas classifié comme non-cas de maladie à virus Ebola. Le ministère de la Santé et ses partenaires comptent dans les jours à venir effectuer un déplacement à l'intérieur du pays pour réparer les dommages causés par la famille isolés, ainsi qu'à tous ces contacts qui ont été stigmatisés de Zérékoré à Labi. Ali Badara Kamara et Yacouba Traoré. Pendant que la femme guinéenne suspectée d'Ebola suivait les conditions d'isolement ainsi que tous ses contacts identifiés, le laboratoire de Lyon a confirmé les résultats de l'Institut Pasteur ce 31 août. Selon les résultats du prélèvement, la femme identifiée à Abidjan en provenance de la Guinée est négative à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et c'est le 30 soir que Lyon nous a écrit qu'ils ont transmis les résultats de leur analyse à la Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître, avec l'appui et la collaboration de l'OMS, ils ont demandé de faire une déclaration de non-cas suite aux résultats négatifs de 2 examens très importants pour nous. Les autorités sanitaires du pays parlent d'une erreur de diagnostic. Elle aussi, on l'a fait, on a su qu'elle n'a pas d'anticorps. Ce qui signifie en médecine pour nous qu'elle n'a jamais été en contact avec le virus. Donc il s'agit bel et bien d'une erreur de diagnostic. Après confirmation du non-cas de la maladie à virus Ebola, les autorités guinéennes et ses partenaires du système sanitaire comptent réparer les dommages causés à l'encontre de la femme guinéenne qui a été isolée pendant plusieurs jours. L'autre côté, j'ai demandé à l'OMS pour intervenir auprès de son homologue et nous aussi on va intervenir auprès de l'ambassade pour qu'une délégation soit formée en Côte d'Ivoire pour venir faire la même chose dans la famille de la fille et même des ressortissants guinéens qui ont dû être stigmatisés pour cela. Et l'un des piliers, pas les moindres, c'est de les inviter avec l'OMS. Comme on avait fermé la frontière à cause du fait que c'était Ebola, maintenant on dit que ce n'est pas Ebola. Il faut qu'on ouvre la frontière pour que les gens puissent continuer les échanges. Parce que les dommages, ce n'est pas seulement au niveau de la famille, c'est tous les gens qui font les échanges avec la Côte d'Ivoire sur près de 5 préfectures où les frontières ont été bloquées. De son côté, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé mentionne le principe du non-regret dans cette situation de non-cas de maladie à virus Ebola. Je pense que ce qui reste maintenant, c'est le retour d'expérience, c'est les leçons apprises, c'est la documentation et c'est ce lien avec la famille, avec la communauté. Et nous allons aller plus loin dans notre connaissance du règlement sanitaire international, dans notre expérience pour faire face à ces menaces-là et surtout dans notre collaboration entre pays.
Par la même occasion, Dr Sakoba Keita et son équipe ont procédé au lancement officiel de l'application EpiPass, une application qui permet de démanteler systématiquement les personnes vaccinées ou non vaccinées en Guinée. Le 30 septembre, c'est la date indiquée pour remplacer le carnet vert par les versions électroniques aux différents points d'entrée du pays. Le compte rendu, c'est avec Ali Badra Kamara et Yacouba Traoré. Officiellement lancé sur toute l'étendue du territoire national ce mercredi matin, la Guinée a enfin biométrisé le pass vaccinal. C'est une stratégie qui permettra aux autorités sanitaires de distinguer les personnes vaccinées au pays à travers EpiPass. C'est le numéro que tu as donné au moment de ta vaccination qui sert à t'identifier et pour nous, c'est infalsifiable. Au-delà de son aspect obligatoire, à partir du 15 septembre prochain, le pass vaccinal physique sera remplacé par la version électronique au niveau des points d'entrée du pays. Désormais, la prochaine étape d'ici le 30 septembre, c'est de vous annoncer l'application du pass vaccinal dans les points de sortie de nos différentes préfectures du pays et même pour rentrer dans les institutions publiques, on va vous demander votre passe vaccinal et les vigiles vont tester avec le code QR la validité de votre certificat. L'objectif est de sécuriser le passe vaccinal en Guinée et rapprocher la population guinéenne éligible à la vaccination au vaccin, mais aussi mettre fin à certaines pratiques. On a constaté que certains même prêtent leur certificat à leur épouse, pensant qu'ils pouvaient rentrer. Même ici, on en a pris. Tu ne peux pas donner ton certificat à ton épouse ni à ton enfant. Parce que ça sera en contradiction avec ta carte d'identité qu'on pourra te demander. Donc nous demandons les uns et les autres de nous aider à corriger cette plateforme qui pourra nous servir, qui est une prouesse, qui est née dans la riposte contre Covid et qui pourra nous servir même après cette maladie pour d'autres applications. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, plus de 100 000 doses de vaccin Johnson & Johnson sont attendues à Conakry ce vendredi. Un vaccin à prise unique. Lors de ce point de presse, le chargé des autorités, le chargé des études au département surveillance de l'Agence nationale de sécurité sanitaire a fait le point sur la situation épidémiologique en Guinée. Il est au micro de Ali Badra et Yacouba Traoré. De mars 2020 au 31 août 2021, 27 357 personnes ont été déclarées guéries, soit 98%. Malheureusement, 338 personnes sont décédées dans nos centres de prise en charge, soit 1% de létalité. Par rapport au volet vaccination, du 5 mars 2021 à la date du 31 août, 810 215 personnes ont bénéficié d'une première injection et 389 471 personnes ont complété les 2 doses. Un total de 1144 cas de maladie ont été enregistrés. Par rapport à la fièvre de Lassa, du début de 2021 à maintenant, nous avons 6 cas confirmés, parmi lesquels il y a une personne sortie guérie et 5 décès. Le dernier cas confirmé remonte au 17 août 2021 pour la préfecture de Yomou. 96 contacts sont en train d'être suivis, dont 28 à Zérékoré et 68 à Yomou. Donc les cas confirmés ont été enregistrés dans les préfectures de Yomou, de Beila et de Zérékoré. Par rapport à la fièvre de Marbourg, il n'y a pas de nouveaux cas confirmés depuis le 3 août, date de confirmation de l'unique cas malheureusement qui est décédé. Donc ça fait 27 jours sans nouveaux cas confirmés depuis la date du 3 août. Nous sommes le 1er septembre aujourd'hui et vous le savez sans doute, à partir du 15 septembre prochain, le pass vaccinal sera obligatoire pour accéder aux services et départements ministériels, mais aussi pour les voyageurs de l'intérieur du pays.
À quelques jours de cette date, ils sont nombreux les citoyens qui n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin. Les tracasseries dans les différents centres ne sont pas pour faciliter l'opération. Nos reporters Aminata Massiré Bangoura et Aboubakar Din Kamara ont interrogé quelques citoyens ce mardi au centre de vaccination de Nongo et suivez leur reportage. Forte affluence dans les centres de vaccination et à moins de 2 semaines seulement de la date butoir. L'exigence du pass vaccinal à partir du 15 septembre prochain a contraint les citoyens à aller se faire vacciner pour disposer de ce carnet. Au centre de vaccination de Nongo, ils viennent par centaines. Là-bas, toutes les dispositions sont prises pour gérer le flux de candidats à la vaccination. Et maintenant, tout va bien, les dispositions sont prises. Vous pouvez venir à n'importe quelle heure et vous allez vous faire vacciner. Mais il suffit juste de respecter le rang. Il n'y a pas à dire maintenant il y a carte qui manque, ou il y a dire maintenant il y a vaccin qui manque. Non. Il y a tout avec nous, les matériels sont en place. Et le matin, on commence à partir de 8 heures et on enroule tout. Et on enroule jusqu'à 16 heures. Une longue file d'attente devant les centres de vaccination pour prendre les doses de vaccin. La procédure devient un parcours de combattant pour plusieurs citoyens. Pour y arriver, certains sont obligés de s'inscrire sur la liste de vaccination vers les 4h et 5h du matin, ou en tout cas défiler des jours avant de bénéficier de la première dose, comme ce citoyen. Bon, ça fait au moins 3 ou 4 jours, mais aujourd'hui ça va. Il y avait assez de monde, mais aujourd'hui il n'y a pas de problème, je me suis vacciné rapidement, donc il n'y a pas eu de difficulté. Ces derniers par contre pointent du doigt la lenteur et invitent par ailleurs les autorités à décentraliser les centres de vaccination pour réduire les tracasseries. C'est venu pour le vaccin là, c'est diré là-bas quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas. Je regrette un peu la lenteur parce que les gens aussi arrivent petit à petit, vous savez, le monde arrive comme ça. Regardez, moi je suis jusqu'à Simambossia, je viens jusqu'à Nongo pour me vacciner. Si l'État nous aide à décentraliser, comment décentraliser? Chaque quartier voit ce chef de quartier pour se vacciner. Ça sera facilement pour les gens peuvent vacciner très vite aussi encore. C'est pour renforcer l'immunité des citoyens contre le Covid et ses variants que les autorités politiques et sanitaires ont exigé ces mesures. Pour elle, cette stratégie pourrait bien être efficace pour inciter le maximum de personnes à se faire vacciner. Le gouvernement vient de fixer le prix du gaz butane de 6 kg à 69 000 francs guinéens en Guinée et sur tous les territoires, une décision saluée par certains citoyens et vendeurs. Et c'est le cas d'El Hadj Habib Diallo, vendeur de gaz à Matoto. Et pour respecter la loi du marché sur l'offre et la demande et éviter aussi cette rupture, il invite les opérateurs gaziers à l'importation d'une grande quantité de gaz. Rosaline Goto-Monemo et Ibrahima Souma, reportage. La bouteille de gaz butane de 6 kg qui était vendue à 120 000 francs guinéens coûtera désormais 69 000 francs guinéens. Pour celle de 12 kg vendue à 250 000 francs guinéens, les citoyens ne débourseront que 143 500 francs guinéens pour s'en procurer. Selon dit, au cours d'une rencontre à Conakry, les fournisseurs de ce produit et le ministre des Hydrocarbures se sont engagés à respecter ces prix. Pour les vendeurs, ce rabais pourrait leur permettre d'attirer beaucoup plus la clientèle. Quand c'est diminué, ça nous arrange bien parce que les gens ne fatiguent pas pour bien acheter. L'inquiétude de ce vendeur de gaz butane se situe au niveau de la fourniture. Il souhaite que les opérateurs prévoient de grandes quantités de stock de gaz afin de prévenir toute pénurie. Il va parler bien, diminuer le prix. Quelques jours, ça commence à manquer. Quand ça manque, ce n'est pas bon pour nous. Habib Diallo connaît le prix auquel le consommateur devrait désormais payer pour avoir une bouteille de gaz. Cependant, il ignore le prix en gros chez le fournisseur, une raison qui l'empêche de se déterminer s'il va respecter ou pas la décision du gouvernement. On doit gagner un peu parce que c'est nous qui faisons rentrer, faisons sortir, payer toutes les taxes des magasins. Si on commence par an, ça on peut connaître le prix réel. Bon, comme on ne connaît pas les prix en gros d'abord,
on ne peut pas dire quelque chose. Ce jeune n'utilise pas le gaz butane. Il trouve que son utilisation n'est pas sans conséquence. Cependant, il se réjouit de l'homologation de son prix et pourrait même être tenté de rompre avec l'usage du charbon de bois qui devient de plus en plus cher. C'est trop dangereux avec les enfants à la maison et les mamans n'ont pas l'habitude de travailler avec cela. Pour la réduction, c'est très bon pour nous les citoyens parce que si c'est très moins cher, nous allons au moins faire un effort de payer. Avec le charbon aussi, vous voyez, aller à un sac de charbon, c'est à 40 000. Vous voyez, tu ne peux pas utiliser ça dans un mois ou bien dans une semaine. Pour la première fois en Guinée, l'État homologue le prix du gaz butane. Selon des observateurs, il reste à savoir si cela sera respecté sur le terrain. Le budget de la présidence de la République a été revu à la hausse par le projet de loi des finances rectificative en cours de l'examen de l'Assemblée nationale. Celui de la primature, quant à lui, a diminué de 25%. Un économiste rencontré par nos reporters tente d'expliquer cela par la création de nouveaux services rattachés à la présidence de la République, contrairement à la primature à laquelle certains services ont été détachés. Suivez le reportage d'André Moussi Milimono et Aliouba. La hausse du budget de la présidence de la République et de certains départements ministériels continue de susciter des interrogations. Cet économiste a tout d'abord indiqué que la loi de finances rectificative vient régler les déficits financiers survenus lors de l'exécution de la loi de finances initiale. Des problèmes peuvent apparaître, tels que des recrutements, tels que des catastrophes naturelles, telles que les guerres, ainsi de suite, qui peuvent apparaître au cours de l'exécution de la loi de finances initiale. Alors, pour pouvoir faire face à ces petits problèmes qui apparaissent au cours de l'exécution de la première loi de finances, on adopte une nouvelle loi qu'on appelle la loi de finances rectificative, donc qui vient pour rectifier les dispositions de la première loi de finances qu'on appelle la loi de finances initiale, pendant qu'on est en train de l'exécuter. Le budget de la présidence de la République est passé de 492 milliards 511 millions 921 000 francs guinéens dans la loi de finances initiale à 667 milliards 355 millions 982 000 francs guinéens dans la loi de finances rectificative. Une augmentation de 174 milliards 844 millions 61 000 francs guinéens, soit 35%. Celui de la primature a connu une diminution de 25%. Ibrahim Amari Kamara tente de justifier. Le budget de la présidence, c'est vrai, a connu une hausse. Et je pense que ça se justifie parce qu'il y a beaucoup de services actuellement qui étaient au niveau des différents départements ministériels qui ont changé de département et qui sont rattachés maintenant à la présidence. Et vous savez que pour pouvoir tenir un service ou bien une direction, il faut des dépenses. La primature a perdu certains privilèges, notamment la mamerie. Et donc la présidence a jugé nécessaire de réduire le budget de la primature pour pouvoir augmenter au niveau de la présidence de la République. Interrogé sur la question, le ministre du Budget a quant à lui lié cette augmentation au statut particulier des inspecteurs d'État et du salaire des ministres conseillers qui sont nommés à la présidence. Notre interlocuteur invite le gouvernement à diversifier l'économie guinéenne pour éviter tout dérapage à l'avenir. Il faudrait que le gouvernement accepte de diversifier l'économie de notre pays. Les mines n'enrichissent pas un pays. Les mines sont à la base de la corruption. Aujourd'hui, il y a le tourisme qu'on peut développer. La même loi de finances rectificative prévoit une augmentation du budget de l'Assemblée nationale qui passe de 105 milliards initialement à 186 milliards, soit une augmentation de 80 milliards. La reprise des activités de pêche artisanale avancée et industrielle a débuté ce jeudi matin à Conakry, au port de Bonfils. C'est de l'engouement total entre pêcheurs et commerçants. Nos reporters Kadietou, Elisabeth Sidibé et Ibrahima Souri Souma ont été sur les lieux. Suivez leur reportage. Le port de Bonfils retrouve son ambiance habituelle. Les activités de pêche ont repris ce mardi avec beaucoup de ferveur. Après 2 mois de restrictions, en raison du repos biologique, place maintenant aux affaires. Les acteurs du secteur vont pouvoir enfin fructifier leur chiffre d'affaires et aussi rattraper le temps perdu. Nous sommes contents du décret parce que ça va nous permettre d'importer et d'exporter les produits de la mer. Ce n'est pas seulement les poissons, mais l'ensemble des produits que nous avons ici, et au niveau national et international.
Le repos biologique permet la régénération des poissons. Après ces moments de répit, il faut s'attendre à un débarquement à flot des produits halieutiques, rassure le directeur du port. Nous allons voir là. Certainement, vous allez venir un jour nous interviewer pour voir effectivement au cours de ce mois quelle est la quantité qui a été débarquée, les statistiques de débarquement parce que c'est très important. Vous allez essayer de comparer à ce que nous avions l'habitude de faire et ce que nous avons fait durant ce mois de septembre. Je crois que ça c'est des choses très éloquentes que vous allez voir et à partir de ça vous pouvez quand même juger si le repos biologique est nécessaire ou pas. Cette reprise ne semble pourtant pas profiter à tous. Diarafou Diallo fait partie de ceux qui ne disposent pas à ce jour des matériels pour se relancer. Pour lui, la situation s'annonce difficile. Les barques coûtent cher, la rareté. On dépense ici des millions. Des fois, tu pars, tu perds tes filets là-bas, tu perds les barques et le moteur. L'ensemble des matériaux que tu as envoyés là-bas, si tu perds ça là-bas. Le repos biologique en soi est une bonne stratégie. Pour Diarafou, l'État doit aussi faire face à l'usage des filets monofilaments qui ne permettent pas aux espèces aquatiques de se reproduire. Comment prévenir et résoudre les conflits dans un pays laminé par la politique? Cette problématique a réuni autour d'une table ce mercredi à Conakry les acteurs de la société civile appuyés par des leaders d'opinion. L'objectif est de pérenniser les acquis de la paix en période électorale. El Hadj Mamadou Saïdou Baldé et Stierno Sadouba, reportage. C'est dans le souci de promouvoir l'implication des organisations de la société civile dans le processus du dialogue inclusif et participatif en Guinée qu'a lieu cette rencontre. Au cours des échanges, les expériences vécues par les uns et les autres ont été partagées. El Hadj Djeliba Gabi, connu pour son implication dans le maintien du climat de paix en Guinée, soutient que le dialogue franc n'a jamais été la priorité des politiques. C'est pourquoi il fait cette invite. Et ces hommes guinéens qui vont dialoguer ensemble doivent avoir la foi et doivent avoir la confiance entre eux. Il faut soutenir ces rencontres, il faut le pérenniser. Il faudrait que les politiciens prennent exemple sur les sociétés civiles et n'ont qu'à prendre exemple sur les hommes de bonne volonté qui veulent que le pays là puisse retrouver la paix dans notre pays. La Guinée enregistre plusieurs morts et violences pendant les élections. Pour inverser donc la tendance, il faut opter pour des méthodes plus pertinentes. Il faudra quand même se projeter vers la durabilité, vers la pérennité. Et pour ce faire, il faudra être outillé avec un document de référence sur la question de plaidoyer, pour savoir avec qui faire le plaidoyer, quel sujet de plaidoyer, avec quel acteur et avec quelle méthodologie. Consciente qu'en période de crise, les couches les plus affectées sont les femmes et les enfants, Maïmouna Yombuno, membre de la synergie sincère, pense que l'implication de ces couches doit être une priorité. Toutefois qu'il y a des conflits, c'est des femmes et des jeunes, des enfants qui sont des premières victimes. Et de ce fait, il est tout à fait normal, tout à fait important, judicieux, que les femmes, les jeunes participent au mécanisme de résolution des conflits et leur capacité soit renforcée. Ces acteurs réunis ce mercredi projettent de produire un document qui servira de guide à l'ensemble des membres impliqués dans le processus électoral. Les évasions des détenus dans les maisons d'arrêt de Conakry, Kankan et Kindia préoccupent l'Organisation guinéenne des droits de l'homme. Son vice-président Alpha Amadou Desba, à travers une interview accordée à notre rédaction, invite les autorités du pays à prendre des mesures idoines pour mettre un terme à cette réalité. Mohamed Valek Touré et Aboubakar Din Kamara. Cela fait plusieurs mois que les maisons d'arrêt ne sont plus dans les normes sécuritaires requises. C'est un constat de l'ONG des droits de l'homme, l'OGDH, sur le terrain. Récemment, des maisons d'arrêt de Conakry, Kankan et Kindia, des cas d'évasion se sont produites. Une situation préoccupante pour l'institution chargée des droits de l'homme en Guinée. Il y a visiblement une défaillance au niveau de l'administration pénitentiaire qu'il faut absolument corriger.
afin d'empêcher que de telles pratiques se poursuivent dans le temps. Parce que les maisons d'arrêt quand même constituent un rempart entre ceux qui sont en conflit avec la loi et la population dans le cadre de sa sécurité. Le vice-président de l'OGDH estime que cela dénote du manque de sécurité qui se trouve dans des maisons d'arrêt et engage la responsabilité des chefs d'établissement. Comment un prisonnier peut-il s'évader sans complice? Une question qui reste sur les lèvres des acteurs des droits de l'homme. Il ne peut pas y avoir d'évasion sans qu'il y ait une complicité, même si nos maisons d'arrêt ne sont pas sûres. Elles ont été construites depuis l'époque coloniale. Normalement, on aurait dû construire d'autres prisons pour éviter que ce genre de situation ne se produise. On a parlé récemment de la prison de Yorokogia, mais jusqu'à présent, je ne sais pas si le bâtiment il est achevé, en tout cas il n'est pas opérationnel. La surpopulation carcérale est un fléau qui a été dénoncé il y a de cela plusieurs mois. Si la maison centrale de Conakry était prévue pour 100 détenus, aujourd'hui, elle est à près de 2000. Dans son carnet d'adresses, l'OGDH a depuis 2015 enregistré près de 1500 personnes qui étaient en attente de jugement à la maison centrale de Conakry. Et jusqu'à présent, la situation n'a pas changé. Il y a des personnes qui n'ont même pas de dossier à la maison centrale, qui sont en détention préventive parfois prolongée de plus de 5 ans, 6 ans, jusqu'à 8 ans, sans jugement. Parlant des évasions, c'est la sécurité de la population qui est engagée. Ces personnes qui s'évadent sont la plupart des récidivistes qui peuvent s'aimer la terreur chez la population à tout moment et en tout lieu. Des poursuites contre leurs complices seront ouvertes, selon l'ONG, une manière pour elles de fouiner sur les causes des évasions dans des prisons censées être bien gardées. Et puis, les boulangers attirent une fois encore l'opinion sur leurs conditions de travail. En cette période hivernale, ils sont confrontés à la cherté du bois, matière indispensable pour leur activité. À cela s'ajoute l'insécurité. Plusieurs boulangeries sont nuitamment attaquées, de l'argent et des objets importés. Le président de l'Association nationale des boulangers est au micro de Mamadou Bouléré Diallo. Ce que nous, on ne pourra pas supporter actuellement, c'est le bois. Si le gouvernement n'intervient pas pour le bois, ça, c'est pas possible. On ne peut pas travailler comme ça dans les pertes. Parce qu'avant, on payait le bois à 6 à 7 000 francs, 5 à 7 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes 5 qu'on est en train de payer à 10 000. C'est-à-dire que c'est triplé 2 fois. Donc la levure est la même chose, le sel est la même chose. Encore, il y a l'insécurité totale. Vous avez vu la nuit de vendredi et la nuit de jeudi, il y a 11 boulangeries qui sont attaquées à Koja et à Koloma. Donc à Koja 6, à Koloma 5 boulangeries. Donc il y a des hommes qui sont portés de tenue militaire qui sont en train de rentrer dans les boulangeries, prendre les téléphones et l'argent dans les poches des boulangers. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi et l'actualité continue sur Espace TV.